Eric, au nom de la communauté de DBF, un grand merci de te prêter au jeu de l'interview. Et je pense que tu peux voir que la salle est remplie, on peut plus en mettre, donc merci encore. Donc pour dire la vérité, Eric, je fais partie des gens qui t'ont invité ce soir, et j'en étais d'ailleurs assez content. Et puis j'ai appris que j'étais l'heureux élu pour t'interviewer, alors là j'aurais préféré que tu aies un conflit d'agenda. Plus sérieusement, je m'explique, tu as accumulé dans ta carrière assez de succès et surtout d'expérience pour en parler pendant plusieurs jours d'affilée. Et moi j'ai 45 minutes pour essayer d'inspirer l'audience ce soir, donc ça sera une tâche assez difficile. Pour ceux qui dans la salle ne connaissent pas Eric, peut-être qu'il y en a un, alors je vais juste rappeler très rapidement ton CV. Tu es diplômé des arts et métiers de Stanford, tu as créé Bridge Communication que tu as amené public, tu as été CEO de 3Com et de PAM, tu as été chairman de ces deux compagnies, je vais en oublier, hein. Tu me pardonneras. Tu as été conseiller auprès du président Clinton, tu as démarré ton fonds et tu as investi dans de nombreuses sociétés, tu as été au board ou chairman, ou tu l'es encore, de sociétés comme Cypress, Silicon Valley Bank, Real Networks, des entreprises, des universités comme Stanford et INSEAD. Tu es aussi professeur dans ces deux universités. Donc la tâche sera vraiment délicate. Vous comprendrez dans l'audience que je vais être obligé de survoler la carrière d'Eric. Et surtout pour essayer de comprendre comment on part d'un ingénieur diplômé français, jeune ingénieur, et qu'on devient chef d'entreprise d'une Fortune 500 aux États-Unis, ou de plusieurs d'ailleurs, et tout ça avant l'âge de 35 ans. Je me trompe pas, je crois que c'est donc, ça, je pense que ça intéresse beaucoup d'entrepreneurs ici dans la salle. Et puis, on parlera ensuite de ce que tu fais maintenant à travers ton fonds, les entreprises dans lesquelles tu investis, la technologie que tu suis actuellement, et puis ce que tu appelles toi-même la troisième phase de ta carrière, qui à travers le professorat et le coaching. Donc, voilà, je voudrais un petit applaudissement pour Eric. Revenons tout d'abord sur le début de ta carrière. Si tu le veux bien, tu es donc Gazar, tu es diplômé des arts et métiers. Je crois savoir que tu vas recevoir le docteur honoris causa prochainement, d'ailleurs. Félicitations. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi à 20 ans tu as quitté la France pour venir aux États-Unis faire un master à Stanford. Merci Frédéric. Je vais d'abord commencer par te remercier de m'avoir invité. Ça fait 3 ou 4 ans que je n'ai pas mis les pieds à DBF. Ce n'est pas par manque d'intérêt, mais parce que j'étais très occupé. Je suis ravi de me retrouver parmi vous. Et je te remercie de ton introduction. En général, je suis introduit par des gens de 3Com ou de Palm ou SVB. En général, c'est moins élogieux que ça. Mais pour en venir à l'état d'esprit que j'avais avant de venir aux États-Unis, ce qui remonte à environ 35 ans, c'est que pour une raison ou pour une autre, j'avais la puce entrepreneuriale. Donc depuis l'âge de 11 ou 12 ans, j'ai toujours rêvé de lancer une société, de la diriger, de la faire grossir. Bon, le premier business plan que j'ai écrit, j'avais 12 ans. Et je pensais créer une grosse société de recyclage de pièces de mobylettes en France, avec quelques-uns de mes amis. Et puis, bon, ça n'a pas marché, mais c'était un début. Et en fait, je suis venu à Stanford un petit peu par hasard. Les États-Unis étaient très en vogue dans les années 70.
j'avais envie d'avoir une expérience américaine. Et ce n'est qu'une fois ici que je me suis rendu compte que la meilleure façon de lancer une société, ce serait de le faire ici plutôt que de le faire en France. Donc c'est un petit peu par hasard. Il faut dire que c'est une année un petit peu spéciale lorsque j'ai commencé les arts et métiers. C'était la première année où on enseignait véritablement l'informatique. C'est la première année où l'école s'est dotée d'un gros mainframe. C'est la première année où on pouvait utiliser des calculettes, Hewlett-Packard d'ailleurs, les HP35. Donc si j'étais venu aux arts et métiers 5 ans avant, même 3 ans avant, j'aurais peut-être pas eu le même genre de déclic. Mais c'était la première année où ça se passait. Et une fois arrivé à Stanford, c'est la première année où on enseignait véritablement la micro-informatique. Il y a un livre de Malcolm Gladwell qui m'a intéressé, c'est son dernier, où il indique à quel point c'est important d'être né entre 53 et 56. Et la raison pour laquelle c'est important d'être né entre 53 et 56, c'est qu'on arrive plus ou moins sur le marché du travail au même moment qu'une nouvelle ère s'ouvre. Bon, ça arrive pas très souvent, ça arrive une fois tous les quelques siècles, et pour moi c'est arrivé au bon moment. Donc c'est pour ça que les gens qui sont nés dans ce créneau ont eu une chance démesurée par rapport à d'autres. Tu es rentré directement après Stanford à Zilog en tant que software engineer. Ouais. Tu l'as dit, tu avais compris que c'était là que ça se passait si tu voulais être entrepreneur. Tu n'as jamais voulu retourner en France faire ta carrière. C'était pas possible. Non, ça s'est fait de façon progressive. C'est-à-dire que bon, je suis tombé amoureux de la Californie après être arrivé à Stanford, ça arrive avec tas de gens. Je suis sûr que c'est arrivé à pratiquement 100% de cette audience. Mais de là à décider de rester en France, de rester aux États-Unis, ça s'est passé en plusieurs phases. Donc, au début, je me suis dit, bon, ça serait bête de rentrer en France si tôt. J'ai à peine goûté la Californie, donc je vais rester 1 an, je vais rester 2 ans, je vais rester 3 ans. Et puis de fil en aiguille, on se rend compte que si on veut vraiment rester, il faut avoir un visa, il faut avoir une carte verte. Une fois qu'on a une carte verte, et que les enfants arrivent, on devient citoyen. Donc ça s'est passé sur une plage de 5 ans. Et quelque part dans ces 5 ans, j'ai traversé les lignes et j'ai pris cette décision de façon plus ou moins implicite. Et toujours est-il que je suis ici maintenant. Comme beaucoup d'entre nous. En 81, après Zilog, tu crées avec des amis Bridge Communication. Tu l'as dit, c'était l'entrepreneuriat, tu l'avais depuis tout petit. Qu'est-ce qui a été difficile de créer, avec très peu d'expérience, de créer une société à ce moment-là? En fait, le manque d'expérience m'a beaucoup servi, parce que je ne me rendais pas compte de la tâche immense qui m'attendait. Et en fait, si j'en avais eu plus conscience, il est possible que je n'aurais pas commencé. Donc, l'idée générale, c'est que, encore une fois, j'ai eu la chance d'être à Stanford au moment où juste à côté de Stanford, du côté de Xerox Park, des tas de choses se passaient, l'invention de toute la bureautique moderne, donc les réseaux, les imprimantes laser, la souris, le bitmap display, enfin, tout cet environnement qu'on utilise tous les jours existait déjà sous forme de prototype dans les laboratoires de Stanford, de Xerox, qui sont encore une fois à 2 km au sud de Stanford. Et j'ai eu l'opportunité de visiter ces laboratoires. Et c'est cette même expérience qui a inspiré Steve Jobs pour créer le Macintosh. Donc c'était vraiment, à l'époque, c'était vraiment une expérience comme une espèce de voyage dans le futur. Au même moment, Vint Cerf, qui est en général crédité pour l'invention d'Internet avec Robert Kahn, était à Stanford aussi, et il écrivait les spécifications des protocoles TCP/IP. Donc c'était une année extrêmement fertile. Et c'est ça qui m'a donné l'inspiration d'imaginer des réseaux à base de microprocesseurs, donc à base de technologies intégrées à bas coût, et donc c'est là-dessus que j'ai travaillé à Zilog. Et je me suis rendu compte
rapidement que Zilog était une bonne société de microprocesseurs qui pouvait rivaliser à l'époque avec Intel et bien d'autres, mais ça ne serait jamais une société de réseau. Donc, après avoir fait ces prototypes de réseau, et après avoir essayé de convaincre les dirigeants de Zilog de lancer une division réseau, je me suis rendu compte que ça n'allait pas marcher, et que la seule façon que ces plans voient le jour, c'était vraiment de créer une société indépendante. Vous avez fait une IPO en 4 ans. Tu essaies de nous dire que c'était plus facile à l'époque, mais c'était vraiment plus facile. Et qu'est-ce que vous aviez de vraiment différent à ce moment-là? L'environnement était différent en ce sens qu'il y avait encore très peu de venture capital. Donc le capital risque existait, mais existait à peine. Il n'y avait pas de Sand Hill Road. Il n'y avait même pas de Apple. Il n'y avait que des vergers à l'époque. Donc en fait, on n'avait pas l'impression d'une intensité compétitive aussi forte qu'aujourd'hui. Et d'une façon ou une autre, on avait plus de liberté de s'engager sur des problèmes vraiment difficiles. Aujourd'hui, le venture capital favorise des problèmes qui sont solvables à court terme, donc à une échéance de quelques mois. Donc ce n'est pas vraiment du développement, de l'innovation fondamentale, c'est de l'innovation incrémentale. Mais à l'époque, on avait plus l'opportunité de penser à plus long terme et de faire des choses vraiment plus difficiles. Et c'est grâce à ça qu'on a pu créer la première génération de routeurs, de commutateurs, de bridges, de switches. On a pu le faire avec un peu plus de sérénité que si on devait le faire aujourd'hui. Donc c'est un petit peu la chance que j'ai eue, c'est que c'était encore une espèce de virginité de l'entrepreneur. On pouvait faire les choses avec plus de pureté. Et je dois dire qu'à l'époque, on n'avait aucune idée de ce que c'était une entrée en bourse. Enfin, l'entrée en bourse, c'était peut-être... on avait une idée financière de ce que c'était au point de vue d'avoir accès à un capital public. Mais on n'avait pas du tout l'idée que ça pourrait être un changement personnel bouleversant. Donc c'était pas du tout une espèce de milestone pour devenir riche, c'était simplement un point d'évolution de l'entreprise, et ça n'avait pas du tout la même valeur symbolique et mythique que ça a aujourd'hui. 2 ans après l'IPO, vous mergez avec 3Com. 3Com, un peu plus jeune que toi, si je me souviens bien, faisait un métier un peu différent. Pourquoi avoir mergé avec eux? 3Com était l'une des rares sociétés de réseau qui existait déjà et qui était déjà publique. Et au fur et à mesure des années 80, on s'était rendu compte que cette industrie allait devenir grosse, très grosse, immense même. Et on était encore tout petit. Donc lorsqu'on a fait notre passage en bourse, on faisait moins de 50 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Ce qui, en dollars d'aujourd'hui, fait environ 100, 120. Donc il est tout petit. Et on était sûr que les gros constructeurs informatiques comme IBM, comme Digital, comme Data General, comme Hewlett Packard, allaient tous se jeter dans la bataille, et on avait besoin de masse critique. Donc on s'est dit qu'une fusion défensive pour masse critique sera une bonne étape stratégique. Et il se trouve que 3Com faisait du réseau, enfin, il s'occupait de faire la connexion des PC, alors que nous, à Bridge, on connectait les grosses machines. Les mainframes, les mini-ordinateurs, les terminaux. Et donc, il y avait une espèce de complémentarité naturelle entre les deux sociétés. En surface, ça nous paraissait avoir beaucoup de sens. Une fois que la fusion a été consommée, par contre, on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'extrêmement délicat, et en fait, l'opération a failli ne pas marcher du tout. Donc, peu de temps après la